Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. C'est un cas unique dans l'histoire de l'aviation moderne. 3 ans après sa disparition, le Boeing de la Malaysia Airlines MH370, qui transportait 239 personnes, n'a toujours pas été retrouvé. Les recherches officielles ont été interrompues et aucune conclusion satisfaisante n'est venue apaiser la douleur des familles. Certaines suspectent les autorités de leur cacher la vérité et ont décidé de mener leur propre enquête. Nos reporters Renaud Feusaguet et Pierre Chabert les ont accompagnés dans leurs recherches. 3 ans après le drame du MH370, les familles de victimes ne baissent pas les bras. Guylain Watrelot a perdu sa femme et 2 de ses enfants dans le crash. Le Français est aujourd'hui à Madagascar pour réveiller l'intérêt des officiels et de la population. C'est sur la grande île qu'ont été retrouvés plusieurs débris du Boeing malaisien et il pourrait y en avoir d'autres. Le but est toujours le même, faire du bruit autour du drame, informer et ne négliger aucun interlocuteur. On a perdu nos proches, on ne sait pas où ils sont. L'enquête ne nous donne rien, mais on est à peu près persuadé que si l'avion est tombé dans l'océan Indien, il y a des débris qui sont tombés ici. Inlassablement, Guylain Watrelot répète son histoire aux autorités et aux journalistes pour entretenir la curiosité. On nous cache quelque chose depuis le début, je vais juste vous donner un exemple. Après 3 ans de mystère et de fausses pistes, il s'est forgé une conviction très loin du scénario officiel. Rien n'amène à croire que c'était un accident. Parce qu'un accident, il y aurait eu des alertes, il y aurait eu des choses, enfin voilà. Donc, c'est pas un accident, et franchement, tous les experts le disent, c'est pas un accident, l'avion a été détourné, donc il y a des débris qui ont été trouvés, donc qu'est-ce qui reste? L'avion a été abattu. C'est pris comment quand vous dites ça aux officiels français Tous les officiels qui font partie, je dirais, du cercle privé des initiés, hein, donc des gens qui sont soit dans cette enquête, qui sont vraisemblablement dans cette enquête, me disent c'est n'importe quoi. Mais peu importe. En tout cas, ils n'ont aucune théorie à me donner. Dans ce combat pour la vérité, Guylain Watrelot n'est plus tout à fait seul. À Tananarive, capitale de Madagascar, il est rejoint par d'autres familles de victimes, chinoises et malaisiennes. Après 2 ans d'échanges sur Internet, c'est la première fois qu'ils se retrouvent tous ensemble. Je m'appelle Bai Jianfu, j'habite Pékin et j'ai perdu ma femme dans cet avion. Je m'appelle Jiang Gui, je suis de Pékin. Ma mère était dans l'avion. Je m'appelle Grace et ma mère était à bord du MH370. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour protester contre l'inertie des autorités malaisiennes, qui ne sont même pas venues récupérer les débris. S'ils sont réunis à Madagascar aujourd'hui, c'est aussi pour rencontrer cet homme, Blaine Gibson. C'est lui qui a retrouvé la plupart des débris sur les plages de l'océan Indien. Un aventurier américain qui un jour a décidé de devenir enquêteur pour les familles. La première fois que je suis intervenu, c'était quand je suis allé à la première commémoration de la disparition de l'avion à Kuala Lumpur. J'ai rencontré quelques familles. J'ai tout de suite pensé que je pourrais leur être utile. En 9 mois, cet Américain a déjà trouvé une 15aine de morceaux. Ce n'est pas un hasard. D'après des études scientifiques sur les dérives et les courants, les débris de l'avion ont plus de chances de s'échouer ici, sur les côtes malgaches. Cette carte montre bien où ont été retrouvés les débris et où d'autres pourraient apparaître. Elle confirme aussi que tous les morceaux ont été récupérés sur les côtes africaines et non du côté australien. Pour les familles, c'est la preuve que les recherches sous-marines de l'Australie, au sud de l'océan Indien, se sont faites au mauvais endroit. D'ailleurs, après 3 ans de fouilles et près de 200 millions de dollars dépensés, les Australiens n'ont jamais rien repêché. Dans l'espoir de relancer l'enquête, les familles ont organisé une conférence de presse. L'objectif, donner du crédit à la piste des morceaux d'avion découverts à Madagascar face à tous les scepticismes.
moi je crois que si l'avion est tombé dans l'eau, il y a énormément de débris partout. Et effectivement, les débris ont pu dériver très très loin. Ça oui, ça j'y crois. Ça aurait mis autant de temps que ça? Non, non, ils sont peut-être sur les plages depuis longtemps, les débris. Je pense qu'ils n'arrivent pas maintenant. Ils sont déjà arrivés il y a un certain temps. Il y a 1 an qu'ils sont là, les débris. Ces débris sont des pièces à conviction. Leur analyse par des experts permettrait de savoir où et pourquoi le Boeing malaisien s'est crashé. Mais personne n'est jamais venu les récupérer. La vérité sur la disparition du vol MH370 est peut-être ici, sur les côtes de ce pays. C'est le seul et fragile espoir des familles. On essaye d'informer le plus de personnes possible pour qu'elles soient vigilantes à propos des débris. Parce que ces débris peuvent aider à localiser l'avion. Vous êtes encore très affecté? Oui, tout à fait. Il y a sûrement des débris sur les côtes et on espère que les gens vont nous ramener des débris. Ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a fait des petits bouclettes comme ça. On explique comment on collecte le débris, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on le collecte. Surtout, il ne faut pas le nettoyer. Surtout, il ne faut pas enlever les coquillages qu'il y a dessus. Donc il faut le manipuler avec précaution parce que les coquillages peuvent être très importants sur le temps que le débris a passé dans l'eau, par exemple. Ce mode d'emploi est indispensable. La population des côtes malgaches est souvent pauvre et mal informée. D'où l'idée de récompense. Si les gens nous ramènent n'importe quoi, ça ne va pas aller. Il faut que ce soit un débris qui soit un débris d'avion. Donc oui, on donnera des petites récompenses, mais comme j'ai dit, c'est financé par nous, ça. Hein. Personne ne nous aide dans cette recherche, il faut savoir. Hein. Aujourd'hui, j'ai compris que ça avancerait au pas de fourmi. Pendant, je dirais, 2 ans, j'en pouvais plus, quoi. J'étais désespéré par moments et je me levais et j'avais pas envie de faire quoi que ce soit pour soi. Aujourd'hui, je pense que je suis plus dans l'état d'esprit où j'ai compris que ça mettrait longtemps. J'ai pas envie que ça mette 30 ans, mais j'ai compris qu'on avancerait à pas de fourmi. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les proches des victimes vont aller eux-mêmes sur les plages à débris. Les Chinois iront avec Blaine Gibson à Sainte-Marie, là où l'aventurier américain a déjà trouvé une dizaine d'indices. En allant à la plage, regardez, et si vous trouvez quelque chose, ramassez-le. 2 jours plus tard, à 500 km plus au nord, sur l'île Sainte-Marie, les familles chinoises veulent y croire, même si cela ressemble à une mission impossible. Elles espèrent vivre le même miracle que l'Américain, trouver un morceau pouvant appartenir au Boeing malaisien. De son côté, l'enquêteur américain reprend ses recherches de débris. Allons voir ça. Non, ce n'est rien. Ok, allons. Je pensais que c'était des vêtements. Des bagages. Un travail de fourmi. À Madagascar comme ailleurs, l'océan charrie des tonnes de déchets sur le littoral. Une poubelle à ciel ouvert. Visiblement, la mer rejette régulièrement des morceaux d'avion. Nous sommes passés ici il y a quelques minutes et il n'y avait rien. Et là, sur le chemin du retour, il y avait ce morceau qui ressemble à un débris de la cabine du MH370. Chose incroyable, une vague vient juste de déposer ce morceau. Et si on compare avec cette sable, ça c'est déjà sec, ça c'est encore mouillé. Aide-moi à le soulever. On va faire comme ça. Une structure hexagonale en nid d'abeille, couverte par de la fibre, il est identique au morceau d'intérieur de cabine que nous avons déjà trouvé. Blaine Gibson tient peut-être dans ses mains une nouvelle clé du mystère. En tout cas, c'est le 16e objet découvert sur cette plage. Une autre surprise attend les familles à la réception du seul hôtel de la plage. L'arrivée d'un inspecteur malaisien, membre de l'enquête officielle sur le MH370. Il s'appelle Aslam Khan
Et c'est la première fois qu'il vient à Madagascar, très certainement grâce au tapage médiatique des familles. En tout cas, il a été chargé de récupérer tous les indices retrouvés, comme celui-ci. C'est un panneau composite en nid d'abeille. Il est typique de ce qu'on utilise dans la construction aéronautique. Et d'après vous, ça pourrait venir de quelle partie de l'avion? Cela pourrait venir de l'intérieur de l'avion, mais on ne peut pas en être sûr. L'inspecteur malaisien n'a pas fait le voyage pour rien. Il devra ajouter la trouvaille faite au dernier moment par les familles chinoises. Hello. Bonjour. Tell me. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, j'ai trouvé ça. Ah oui. Ça ne fait aucun doute. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir trouvé ce morceau? Pour moi, c'est compliqué. Je suis à la fois heureux et triste en même temps. En tout cas, je suis content de participer à la découverte de la vérité. Ce voyage valait la peine. Alerté, l'inspecteur Khan vient examiner la nouvelle pièce retrouvée. C'est la première fois qu'il assiste en direct à la découverte d'un débris. J'ai trouvé ça. C'est bien de l'avoir mis dans un sac plastique. Comme vous me l'avez appris. Vous avez bien retenu la leçon. Très bonne découverte. Ça peut provenir de notre avion ou peut-être d'un autre avion. Mais dans tous les cas, ça va nous permettre d'avancer dans l'enquête. C'est du très bon travail. Tous ces débris vont rejoindre la Malaisie. Mais vont-ils être oubliés sur une étagère? Ou seront-ils expertisés pour enfin éclaircir le mystère du MH370? Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24, en grève depuis 3 semaines et s'estimant abandonnée de la France. La Guyane réclame plus de 3 milliards d'euros à l'État pour soigner ses maux et enfin décoller. Chômage record, hôpitaux saturés, habitat insalubre, violence endémique, immigration incontrôlable. Comment se traduit le malaise guyanais? Où prend-il racine? Eh bien, nos reporters Fanny Lothaire et Nolwenn Hervé se sont penchés au chevet du département malade. À la sortie de Cayenne, nous sommes à quelques mètres de la principale centrale électrique de la ville. Pourtant, cela fait 30 ans que ce village d'Amérindiens attend l'électricité. La petite chaumière compte une centaine d'habitants immigrés brésiliens et autochtones. Gabin Albert Baptiste est Palicourt, l'un des peuples premiers de Guyane. Alors, vous voyez derrière chez moi comment c'est. J'ai ma fille qui va à l'école et on vit comme ça. On est obligé de vivre comme ça. On va aller un peu plus loin, venez voir. Au fond de son jardin, les mois où il en a les moyens, il fait marcher son groupe électrogène. Vous pouvez rentrer. Là, c'est votre seule source d'électricité? Oui, seule source. C'est comme ça, je suis obligé de vivre comme ça. Tous les jours, acheter de l'essence et gasoil. À chaque fois. La plupart du temps, sa fille Lucie fait ses devoirs à la bougie. Seule Victoire,
Après des années de lutte, l'association des habitants a obtenu de la mairie qu'elle installe 2 robinets d'eau potable dans le village. Vous n'avez pas de douche du coup? Non, non, pas du tout, on n'a rien, c'est là, ça pour tout faire. Prendre de l'eau pour faire à manger, pour se baigner. La toilette, on n'a pas de toilette. Ils nous ont oubliés, on est dans l'oubli. À l'image de ce village, les racines du malaise guyanais sont profondes. Ancienne colonie esclavagiste, puis bagne, officiellement département en 1946, 20 ans plus tard, la Guyane se transforme en fleuron spatial. Le général de Gaulle en visite y promet des lendemains meilleurs. La France, après avoir d'abord beaucoup espéré de la Guyane, s'en était, il faut le reconnaître, non pas désintéressée, mais quelque peu détachée. Cette période est terminée. Et voilà que la fusée tant attendue à l'époque cristallise aujourd'hui toutes les rancœurs. Amérindiens, créoles, descendants d'immigrés, ils représentent plus de 60% de la population, tous unis la semaine dernière devant le centre spatial de Kourou. Le drapeau guyanais, autrefois indépendantiste, en étendard. Bonjour! C'est la Guyane, ça, le drapeau de la Guyane! Regardez! La métropole perçue comme une mauvaise mère. Kourou est le symbole de cet abandon. À quelques mètres de la contestation, dans le quartier du stade, un habitant nous interpelle. Pourquoi vous dites venez dans mon squat? Mais c'est dégueulasse, madame. Depuis 63, imaginez-vous, c'est toujours pareil. Rien n'a été changé. Soit disant qu'ils nous ont dit qu'ils vont restaurer les maisons, rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Venez vraiment toi. Lucien Papot et ses voisins sont des expropriés de la base spatiale. En 1963, 200 familles ont dû quitter leurs terres agricoles, des milliers d'hectares contre quelques mètres carrés. Même là, je ne peux rien faire. Vous voyez? Le centre spatial reste sourd à leurs plaintes. Lorsqu'il pleut, ici, je peux pas marcher. Sincèrement, je peux pas marcher là, parce qu'il pleut là, et puis il y a de l'eau partout. Toutes mes affaires sont pourries. Vous voyez, même ma magasinière et tout. Regardez, il y a beaucoup de personnes dans le quartier sont mortes de pneumonie, sans compter les problèmes d'amiante. Donc vous avez une insalubrité qui est récente et qui est permanente. On ne vous parle même pas des problèmes de choléra, puisque vous n'avez pas d'évacuation. On est vraiment en vie, les habitations ont vraiment le poids du temps, et c'est pas possible. La Guyane est malade, et pourtant, elle manque cruellement de médecins et d'hôpitaux. Direction l'ouest, Saint-Laurent-du-Maroni, c'est l'un des 3 centres hospitaliers de ce département, grand comme le Portugal. L'hôpital se trouve à la lisière du Suriname et sa frontière est poreuse. Dans le hall, la plupart sont des étrangers en quête de meilleurs soins. Elle habite à Pondamaribo. Elle avait fait son bébé ici. Et vous savez pourquoi vous êtes venu ici? Parce que c'est mieux ici. Là-bas, les soins ne sont pas bons et ils sont chers. 2 fois trop de patients pour les capacités du centre. Cela fait 35 ans que le docteur Gabriel Carl assiste à la situation, impuissant. On ne va pas vous laisser partir, il faut absolument qu'on fasse du sang. Là, les bébés bougent bien. Ça fait plus mal. On a beaucoup de grossesses chez les très jeunes adolescentes, de moins de 15 ans, c'est une particularité. Des patientes qui ont beaucoup d'enfants, avec donc des pathologies beaucoup plus importantes que ce qu'on rencontre en métropole. Ça n'a rien de commun. Plus de diabète, d'hypertension qu'en métropole. Et sur place, aucun service de réanimation ni de radiothérapie pour les cancers nombreux ici. Le service de néonatalité, conçu pour 9 places, accueille au quotidien une quinzaine de bébés. Ta maman, elle habite à une journée de pirogue. Difficile de faire face à un taux de natalité presque le double de la métropole. On va nous construire un hôpital neuf qui sera ouvert dans 1 an, mais à mon sens, il est déjà trop petit. Le boom démographique, on n'arrive pas à anticiper par mesure d'économie. Et donc il faut anticiper, d'autant plus que nous sommes isolés. Il n'y a pas un hôpital en France qui est à 250 km d'un autre hôpital. Malgré le manque de moyens, la Guyane française reste une terre d'accueil dans la région. Moi, c'est le Suriname, de Cayenne. Une immigration souvent concentrée dans les quartiers sensibles de Cayenne, comme la Crique, l'un des plus violents. On sort tous les jours, puisque les faits d'hiver, c'est vraiment tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Là, dans chaque coin de rue, je peux vous dire, il y a eu un homicide ici, un homicide là-bas.
Avec 42 homicides l'an dernier, c'est le département le plus meurtrier de France. Les Guyanais demandent le double de policiers. Naël Lama, médiateur et fondateur des Frères de la Crique, demande plus de prévention. Il n'y a personne qui vient leur voir pour dire « Mais fils, tu fais partie du club, tu sais, t'es Guyanais, toi. » C'est rare qu'on leur dise ça. La Crique concentre à elle seule tous les problèmes. La moitié de la population a moins de 20 ans. Un taux de décrochage scolaire et de chômage record. Certains sont utilisés comme mules dans le trafic de drogue. On avait fait un boulot pour essayer de trouver une formation dans un domaine qui lui plaisait. Et bon, ça, je sais pas s'il va continuer, mais en tout cas, on essaie de mettre sur la voie, et puis si ça l'intéresse, il continue. Naël joue les grands frères protecteurs. Par exemple, s'il y a un problème à l'école, si à partir d'un certain âge, ils cherchent un stage ou un travail, on peut les aider de ce type-là. Vraiment, c'est essayer de toujours les garder sur la bonne voie. Naël et ses frères réalisent une prévention nécessaire, là où les policiers sont souvent mal vus. Depuis 2011, il a aidé plus d'une centaine de jeunes à ne pas tomber dans la délinquance. Une lueur d'espoir pour panser un peu les plaies du malaise guyanais. Aux États-Unis, dans le Dakota du Nord, les membres de la tribu indienne de Standing Rock tiennent tête aux multinationales du pétrole et aux forces de l'ordre depuis plusieurs mois. Ils veulent que les autorités renoncent à construire un pipeline qui traverse des terres sacrées. Abandonné par l'administration Obama, le projet a été relancé par Donald Trump. Je vous propose ce reportage signé Gallagher Fenwick. Continuer de se battre, même si la résistance contre l'oléoduc touche peut-être à sa fin. Depuis des mois, des activistes ont investi ce terrain dans le Dakota du Nord. Une tribu amérindienne affirme que ces terres sont sacrées et que le projet menace un fleuve tout proche. Comme beaucoup d'autres ici, Justin Roland se dit porté par une idée simple. L'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de vie sans eau. Justin fait bonne figure même s'il reconnaît que le décret présidentiel signé par Donald Trump est un coup dur pour le moral du camp. Le texte autorise la reprise des travaux sur l'oléoduc. La mobilisation n'est pourtant pas au rendez-vous pour l'instant. Je suis la situation et je vois bien qu'il y a moins de monde, mais de ceux qui sont encore ici et auxquels j'ai pu parler, ils se disent toujours aussi motivés. À quelques dizaines de kilomètres de là, l'ambiance est très différente. Il y a comme un parfum de victoire dans les locaux du syndicat des pétroliers. Ça sent comme l'essence que vous mettriez dans votre tondeuse, comme du diesel. Les raffineries apprécient notre produit. Nous voulons que ce pétrole parvienne à de meilleurs marchés. L'arrivée au pouvoir d'un candidat favorable à l'exploitation des énergies fossiles a changé la donne. En principe, l'oléoduc sera bientôt achevé. Selon l'homme qui représente l'industrie du pétrole dans cet État, c'est le début d'une nouvelle ère d'indépendance énergétique. Le président Trump est venu ici en mai dernier. Il a choisi le Dakota du Nord pour faire son tout premier discours sur l'énergie. Il a parlé de la valeur de l'énergie et de la valeur du pétrole en tant qu'outil de la géopolitique. Nos amis français, par exemple, préféreraient avoir notre pétrole plutôt que de devoir l'acheter à des pays avec lesquels ils ne sont pas forcément d'accord. Les partisans du projet évoquent également les arguments logistiques et économiques. L'inspectrice des finances du comté affirme que l'oléoduc est plus fiable, moins risqué et surtout moins coûteux que d'autres méthodes de transport. Elle est persuadée que le projet va générer des revenus supplémentaires pour la région. Le prix du baril de brut a toujours été moins cher ici que dans le Texas. Et ça, c'est à cause des coûts de transport. L'oléoduc va permettre davantage d'exploitation, ce qui va augmenter les impôts que l'on prélève sur les ventes. Cela veut dire plus de recettes pour le comté. Certains ont déjà commencé à bénéficier de la construction de l'oléoduc. Des locaux ont accepté que leurs terres soient traversées par l'énorme tranchée. En échange, ils ont reçu des sommes d'argent. Cet éleveur de bétail préfère rester discret sur le montant de la transaction. Comme beaucoup par ici,
il a très peu d'affection pour les manifestants. Il les décrit comme étant des agitateurs dont les paroles sont en contradiction avec leur style de vie. Ils veulent que le pétrole reste dans le sol et en même temps ils conduisent de gros 4x4. Ils campent dans des tentes en plastique fabriquées à partir du pétrole. Les matériaux de leurs baskets sont à partir de pétrole. Ils disent une chose et en font une autre. Ils ne comprennent rien. Doug Healy dénonce également une autre conséquence de la présence des activistes anti-oléoducs. Il les accuse de nuire aux relations entre les communautés locales. Ces gens sont venus de l'extérieur et ils ont détruit les relations entre les Indiens et ceux d'entre nous qui ne vivent pas dans la réserve. Which side? On this side. They're on that side of the river, I think. De leur côté, les tribus et leurs alliés ne peuvent que constater les progrès réalisés par leurs adversaires. Même s'ils ont épuisé la plupart de leurs recours, ils refusent de s'avouer vaincus. Nous devons être très stratégiques, ici dans le camp Oceti, avec nos alliés, les protecteurs d'eau, et les membres de la tribu Sioux des Standing Rock. En tant qu'indigènes, ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à des actes d'agression de la part d'un gouvernement. Le gouverneur du Dakota du Nord vient de signer un décret ordonnant l'évacuation imminente du camp et de ses occupants. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Depuis plusieurs mois, l'Union européenne tente de fermer la route de la Méditerranée centrale, empruntée par des dizaines de milliers de migrants et de candidats à l'asile. Pour cela, il faut coopérer avec la Libye, où l'État est toujours inexistant depuis la chute du régime de Kadhafi et l'armée gangrénée par les luttes de pouvoir entre milices. C'est dans ce contexte que la force navale européenne forme des gardes-côtes libyens. Reportage de Natalia Mendoza et Samir El-Kariouti. Port de la Valette, île de Malte. Une destination prisée des navires de croisière en Méditerranée. Aujourd'hui, une embarcation ne passe pas inaperçue. C'est le San Giorgio, un des fleurons de la marine militaire italienne, mais aussi l'une des 5 unités navales qui intègrent l'opération européenne Sophia. Un de ses principaux objectifs, mettre fin au trafic d'êtres humains en mer Méditerranée. À bord, les ordres fusent. Car c'est l'heure du départ. Le navire quitte le port. Dans la salle des commandes, aux côtés des marins italiens, une présence inhabituelle. Des gardes-côtes libyens. Ils ne sont pas là par hasard. Depuis novembre dernier, ils suivent à bord un entraînement sous la houlette de la force navale européenne. Nous leur avons enseigné tout ce qu'ils devront connaître pour être prêts à assurer le travail de garde-côte. C'est l'objectif principal de cet entraînement, leur fournir les outils et la capacité à reprendre le contrôle effectif de leurs eaux territoriales libyennes. Car les eaux libyennes sont inaccessibles aux patrouilleurs européens et constituent le premier point de départ en Afrique de l'immigration illégale vers l'Europe. I can take information for another ship. Yes. I boat. We have also the contact radar over the ship with the speed, with our speed and our 6 knots. Mostafa vient de Tripoli. Il a intégré le corps des gardes-côtes libyens après la chute du régime du colonel Kadhafi en 2011. Aujourd'hui, il espère que cette formation aidera son pays à reprendre la main sur sa frontière maritime. Le trafic d'êtres humains, tous ces autres trafics qui transitent par la mer, l'immigration illégale, le nombre très élevé de victimes de naufrages. Nous espérons réussir à réduire tous ces problèmes. Sur le pont garage du navire, les leçons reprennent. La première d'entre elles, les premiers secours.
car ces officiers devront tous pouvoir porter assistance aux embarcations de migrants en difficulté. Il massaggio cardiaco serve per la prevenzione dei danni ai nostri cerebrali. Des gestes qu'ils devront mettre en pratique en cas de naufrage dans les eaux libyennes, une situation que certains d'entre eux ont déjà connue. Tous ces officiers ont été sélectionnés par le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj. À l'extérieur de la salle de classe, la formation technique. Aujourd'hui, ces deux officiers libyens s'entraînent sur un moteur de navire. Objectif, connaître en détail chacune des pièces qui le composent. D'ici quelques mois, ils seront seuls en mer et devront être prêts à affronter toutes les éventualités. Ici, ils sont en train de démonter ce moteur. L'objectif didactique, c'est qu'ils voient les différents composants et qu'ils comprennent le principe de fonctionnement. Comprendre le fonctionnement, mais aussi s'exercer en mer, dans le contrôle des activités suspectes au large, des entraînements que la marine libyenne n'avait pas réalisés depuis la chute du régime Kadhafi, faute de moyens. Le dernier volet de cette formation dépasse le domaine de la navigation. Accusée de mauvais traitements sur les migrants par les ONG humanitaires, la marine libyenne est également formée ici au respect des droits de l'homme. Sur ces points, les lois de la charia et les droits de l'homme coïncident à 100%. Malheureusement, ni ces lois islamiques, ni les droits de l'homme ne sont appliqués aux réfugiés dans les pays musulmans. Un message qui semble avoir été compris par cet officier, garde-côte depuis 2015. Ces cours de droit ont vraiment été intéressants. Il y avait des concepts qu'on ne connaissait pas bien. Et ça nous apprend comment mieux traiter les réfugiés. Il est certain que ce que nous avons appris ici, nous allons l'appliquer une fois de retour. La formation arrive à sa fin. Ce matin, l'équipage du San Giorgio est en grande tenue. Les 89 recrues libyennes sont enfin prêtes à recevoir leur diplôme en présence de la chef de la diplomatie européenne. Aujourd'hui, nous tournons une page et marquons le début d'une nouvelle ère de coopération entre l'Union européenne et la Libye. Ceci devra se poursuivre car les temps qui arrivent ne seront pas faciles. Dans les prochains mois, l'Italie remettra à la Libye 3 navires patrouilleurs. Ils aideront la marine libyenne à contrer les départs d'embarcations clandestines. En 2016, plus de 363 000 personnes sont arrivées en Europe par la route de la Méditerranée. En Thaïlande, les traditionnelles manœuvres de Cobra Gold se sont tenues fin février. Cet exercice militaire rassemble près de 8000 soldats, dont près de la moitié sont américains. Cette année, pour la première fois, la Chine était invitée en tant qu'observateur. Reportage de notre correspondant à Bangkok, Clovis Casali. Pendant la guerre du Vietnam, les avions américains décollaient de la base d'Utapao. Une rampe de lancement aussi pour les opérations en Afghanistan ou en Irak. La Thaïlande est le plus vieil allié des États-Unis dans la région. Et les Américains partagent leur expertise lors de Cobra Gold, qui rassemble 29 pays d'Asie-Pacifique. Nos marines agissent de manière professionnelle dans les contrôles, mais sans être dans la confrontation ici, car il faut comprendre que c'est une situation d'évacuation et pas de combat. De la Birmanie au Japon, en passant par le Pakistan, des hauts gradés et plus de 8000 soldats participent à l'événement. Ce jour-là, ils assistent à des exercices de contrôle et d'évacuation de civils en temps de crise. Mais c'est aussi l'occasion d'échanger avec les Américains. Car l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche a créé de l'incertitude. Sa décision de se retirer du traité de libre-échange transpacifique a été mal vécue dans une région où les États-Unis ont un rôle militaire majeur. On a eu d'innombrables élections aux États-Unis, des transitions politiques faciles. Pour l'instant, je n'ai noté aucune différence. Nous aimons cette région, nous comprenons l'importance de cette région. Notre commandement pacifique couvre 52% de la planète, des côtes californiennes jusqu'aux Maldives, du pôle Nord au pôle Sud.
Les États-Unis veulent rassembler et chacun met les tensions de côté. Depuis le coup d'État des militaires en 2014, Washington appelle Bangkok à plus de démocratie. Quand on cherche à interroger ce porte-parole de l'armée thaïlandaise, il accepte, mais veut un Américain à ses côtés. Cette année, on veut mettre l'accent sur les relations publiques. Le major Eastburn, moi et le lieutenant-colonel Dan, on essaye de communiquer beaucoup de manière conjointe. L'événement permet aussi aux Américains de montrer leur force de frappe. La première puissance militaire du monde organise ses manœuvres en associant ses plus fidèles alliés dans la région. Certains se sont rapprochés ces derniers temps de Pékin, comme la Thaïlande, avec l'achat de tanks et sous-marins. À l'université de Thammasat à Bangkok, les experts s'intéressent de près à cette Chine qui inquiète plusieurs pays, mais reste incontournable comme partenaire économique. Beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est ont des conflits militaires avec la Chine, des disputes territoriales, comme en mer de Chine méridionale. Ces pays ne veulent pas que la Chine remplace les États-Unis. En même temps, ils ne veulent pas que les Américains leur disent quoi faire. Donc difficile pour ces pays de faire un choix entre les deux. Cependant, ils dépendent économiquement de la Chine. La Chine a justement été invitée comme observateur lors de Cobra Gold. Elle a participé à financer cette école dans la campagne thaïlandaise. Pékin ne cache pas ses ambitions. C'est notre politique étrangère qui veut qu'on soit de plus en plus impliqué dans les affaires de sécurité internationale. Donc on consulte, on communique, on se coordonne avec les autres pays. Donald Trump a dit qu'il voulait se concentrer sur les États-Unis. Est-ce que ça va ouvrir des portes à la Chine? Alors là, votre question dépasse le cadre de Cobra Gold. Merci beaucoup. Donald Trump est clairement un sujet à éviter, quel que soit l'interlocuteur ici. L'ambassadeur américain confie à demi-mot que la nouvelle administration ne peut pas se permettre de délaisser la région. Si Washington a promis de durcir le ton dans les négociations économiques avec Pékin, l'ambassadeur affirme qu'il y a assez de place pour les deux puissances dans la région. La Chine est en train de prendre de l'importance sur la scène mondiale. Elle est de plus en plus riche et puissante. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose et pas un problème. Ce n'est pas surprenant que la Chine commence à peser et à se faire entendre près de chez elle et en Asie du Sud-Est. Avez-vous été informé par la Maison-Blanche de ces projets pour la région? J'ai parlé avec des officiels du département d'État et de la Maison-Blanche. Tout ce qu'ils m'ont dit est rassurant sur la continuité de notre politique ici. Plusieurs dizaines de milliers de soldats américains sont déployés dans les pays d'Asie-Pacifique. Tous attendent de savoir si la région sera une priorité de la politique étrangère du président Trump, comme sous Barack Obama. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Entre ces deux versants, le massif des Vosges offre une grande diversité de paysages. Grâce à son réseau de sentiers de plus de 20 000 km, balisés et entretenus par les membres des clubs vosgiens, l'ensemble du massif est accessible à tous. Code 24 vous emmène ce soir en randonnée dans le massif des Vosges en compagnie de Yannick Holzer, accompagnateur en moyenne montagne, pour découvrir la faune et la flore vosgienne. C'est vraiment un bonheur d'emmener des gens découvrir tous ces paysages. C'est le pied, quoi. Quand je suis là, ça c'est mon bureau. Voyez-vous? Donc c'est cool, quoi. Depuis 1872, pour donner l'accès au massif vosgien, qui part du nord de Wissembourg au sud à Belfort, nous avons plus de 20 000 km de sentiers balisés et entretenus par des bénévoles du club vosgien.
Le Munster, c'est déjà sa couleur, sa taille. On va retrouver du Munster carré ou rond ou aux formes de cœur. Et après, son goût, moi je trouve le Munster, c'est un des meilleurs fromages de notre région, quoi. L'aurore automnale laisse apparaître la plaine du Rhin et les versants alsaciens du massif des Vosges. Accompagnateur en moyenne montagne, Yannick est venu observer sur la grande crête vosgienne les chamois prendre des réserves pour l'hiver qui approche. Alors là, on est situé dans le massif du Honeck, on est à 1363 mètres d'altitude. Puis on a la chance de voir quelques chamois en ce début de journée qui sont en train de se ravitailler. Situé aux confins de 3 anciennes provinces françaises, l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté, le massif des Vosges accueille une biodiversité remarquable avec des milieux naturels variés. Il y a une diversité de paysages qui est assez emblématique entre les versants alsaciens, les versants un peu plus doux, vallonnés lorrains. Une faune et une flore particulière qui est due également aux conditions météorologiques qui sont extrêmement changeantes d'un versant à l'autre. Il y a une culture humaine aussi également très importante et très ancrée dans ce massif des Vosges. La forêt recouvre 60% du massif. Au-delà de 1000 mètres, le sapin disparaît pour laisser place à la hêtraie d'altitude. On est dans ce qu'on appelle la hêtraie d'altitude, la hêtraie sommitale. Et la particularité donc de ces arbres, c'est qu'ils ont un tronc qui est assez tortueux, assez noué comme ça. On les appelle les hêtres tortillards. Et on voit bien qu'il a du mal à s'acclimater aux conditions météorologiques. C'est le vent, c'est le poids de la neige qui lui donne cette configuration un petit peu concave, un petit peu tordue comme ça. Par chance, ces paysages uniques et divers ne sont pas l'apanage de quelques privilégiés, bien au contraire. La particularité du massif des Vosges, c'est qu'il est facilement accessible par une multitude de sentiers de randonnée qui permettent justement de découvrir notre faune, notre flore, des paysages emblématiques. Et puis l'avantage aussi, c'est que ces sentiers peuvent être pratiqués par des familles, des groupes d'amis, des scolaires, des seniors, des personnes en situation de handicap. Le massif des Vosges possède un circuit de sentiers balisés exceptionnel et unique au monde, géré et entretenu par les membres de plus de 120 associations locales, les clubs vosgiens. C'est une conception bien spéciale à nous, nous créons les sentiers et nous les entretenons. Et ceci depuis 1872 où les premiers sont montés sur les chaumes, les sentiers ont été créés et ils sont entretenus bénévolement par les adhérents du club vosgien. Aujourd'hui, le massif des Vosges possède plus de 20 000 km de sentiers, balisés avec un système de signalisation bien précis et remis en état régulièrement. L'idée de vraiment baliser est arrivée dans les années 40. Pourquoi? Parce qu'il fallait donner le moyen à toute personne de pouvoir de partir d'un endroit A à un endroit B dans les meilleures conditions possibles et en toute sécurité surtout. Tout au long de l'année, ce sont 1500 baliseurs bénévoles qui entretiennent les sentiers du massif vosgien, comme Jacques. Il y avait un panneau d'abîmé, donc je vais remettre ce panneau-là sur le sentier qui va jusqu'à Eschbar-au-Val. Nous avons quand même le plus grand nombre d'abbayes en milieu montagnard en France. Et vous emmène également vers des châteaux. Tous ces sentiers sont faits pour amener le randonneur vers un point de vue où il pourra profiter de quelque chose, de la mise en avant du patrimoine. Dans les nombreuses fermes auberges qui parsèment le massif, c'est l'heure de la traite et de la fabrication du fromage vosgien par excellence, le Munster. Moi je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc mes grands-parents en faisaient. Aussi loin que je m'en souvienne, on a toujours fait du Munster. Les arômes et le goût du Munster doivent leur particularité à l'alimentation des vaches, l'herbe des Vosges, des prairies d'altitude, que seul le lait cru permet de transmettre au fromage. Le goût du Munster, c'est aussi le lait cru. On travaille avec la flore naturelle de l'environnement qui se trouve sur nos fermes, dans nos montagnes, dans nos fourrages. Après le moulage, vient la période d'affinage de 21 jours minimum qui va révéler son goût et donner sa couleur particulière au Munster. Tous les 2 jours, là, il se retournait et lavait à l'eau salée. Et c'est l'effet de l'humidification avec un tout petit peu d'eau salée qui va donner la couleur orangée au Munster. Le massif des Vosges a su partager de façon incomparable son histoire, son patrimoine et ses richesses naturelles. Nous mettons en avant le patrimoine local. Nous tenons à mettre en avant ce que vous voyez autour de vous.
la beauté et la richesse de nos paysages, et surtout également de la transmettre. Que vous soyez avec des enfants bas âge ou des gens un peu plus expérimentés, le massif des Vosges, ça vous permet de faire de la randonnée de quelques minutes, pourquoi pas, parce que c'est facilement accessible à plusieurs jours d'itinérance. La mode n'a plus envie de faire tapisserie et de rester sagement assise en attendant qu'un éventuel prince charmant la divertisse. Car il est dans l'essence même de la mode d'anticiper. Jean-Paul Gaultier a ouvert la voie il y a 1 an. La danse est partout, que ce soit dans les fashion films de Kenzo ou des galeries Lafayette. Au Ritz, Chanel présente sa collection dédiée au métier d'art lors d'un thé dansant qui ranime l'esprit d'un certain art de vivre à la française. 2017 sera l'année de la danse. La mode n'a plus envie de faire tapisserie et rester sagement assise en attendant qu'un éventuel prince charmant la divertisse. Car il est dans l'essence même de la mode d'anticiper. Alors, elle s'est réveillée. Jean-Paul Gaultier a ouvert la voie il y a 1 an. Pour sa collection haute couture de l'été 2016, il a ressuscité les années Palace et puisé dans le passé pour mieux le réinterpréter. Chez Gaultier, tout est lié. La danse, la musique, le maquillage et la coiffure. Dans les maquillages, il y a un côté punk, mais c'était juste avant. Le punk. Alors il y a les bananes, il y a les choucroutes, il y a un mélange aussi des choucroutes, je veux dire. Il y a les cheveux comme ça gonflés, mais les coiffures c'est plus que presque à la fois un mélange de Bowie dans Ziggy Stardust, enfin une espèce de coiffure d'homme qui serait revue et corrigée, qui devient Bowiesque, qui devient punk, qui devient une espèce d'androgynie actuelle. Jean-Paul Gaultier a toujours travaillé avec des chorégraphes. Dans les années 90, c'était avec Régine Chopineau. Depuis les années 2000, c'est Biancali. J'adore vraiment parce que il te met dans un univers, il te raconte une histoire, il te fait voyager et tout ça avec la mode, avec les vêtements, avec la musique. C'est ça qui est génial, c'est qu'il fait des clins d'œil, il nous amène dans un univers, mais après il nous montre quelque chose totalement d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est génial. Il réinvente encore et encore et encore. J'adore. Faire rêver, voyager, c'est le propre de la mode. Quand elle n'est pas sur les podiums, elle circule en images, sur les écrans, grâce aux fashion films. Ils sont à la mode ce qu'étaient les clips à la musique au début des années 80. Aujourd'hui, les Galeries Lafayette viennent d'engager la styliste Laetitia Evanès pour créer une collection maison. Son fashion film a été tourné dans l'espace Oscar Niemeyer qui abrite le siège du Parti communiste à Paris. L'histoire, l'héroïne a été touchée par une grâce quasi divine, elle ne maîtrise plus son corps, elle se met à danser. Le fashion film de Kenzo était sorti avant celui des Galeries Lafayette. C'est l'histoire d'une jeune femme qui fuit un dîner ennuyeux. Un fashion film, c'est vraiment du cinéma. Et comme au cinéma, on a recours à la magie du montage. Regardez bien, en sortant de l'hôtel, la danseuse Maddie Ziegler porte des talons hauts. Mais le plan d'après, elle porte des talons plats, car elle va effectuer une figure particulièrement acrobatique et on ne le remarque même pas. Magique, non ? Ce sont les directeurs artistiques de Kenzo, Umberto Leone et Carol Lim, qui ont demandé à Spike Jonze de concevoir la chose. Un réalisateur de cinéma, mais aussi de vidéoclips. Spike Jonze avait déjà mis en image Christopher Walken en 2001 pour le clip de Fatboy Slim, Weapon of Choice. Une danse, un hall d'hôtel qui rappelait déjà étrangement la scène mythique du dîner dans le Beetlejuice de Tim Burton. Et puis, il y a les grands couturiers qui, sur des podiums qui n'en sont pas, raniment la flamme d'un certain art de vivre à la française. Chanel présente sa collection dédiée au métier d'art au Ritz, place Vendôme. Il s'agit d'un hôtel au cœur de Paris où venaient des femmes du monde entier. Elles étaient considérées comme parisiennes même si elles n'étaient pas françaises. C'est pourquoi la collection s'appelle Les Cosmopolites à Paris. C'est vraiment Coco à la rencontre du Ritz, revisité 40-50 ans plus tard dans un esprit complètement différent. Ils avaient l'habitude d'avoir des dîners dansants ici.
Les gens dansaient non seulement au bal, ils dansaient, ils allaient au restaurant et après le dîner, ils dansaient. C'est très chic, c'est frais, jeune. C'est une façon de voir la vie. Dans le rôle des danseurs mondains, les frères bourgeois qui d'habitude s'expriment avec Beyoncé. Accompagner les danseuses, les faire danser, bouger à l'allure de Karl, à l'image de Karl, à l'image du Ritz. C'était beau, c'est amore, amore. Quant à la musique, choisie par Karl Lagerfeld, une disco de salon, le Ra-Band. On voulait un thé dansant, un goûter dansant, un déjeuner dansant, c'est le Ritz. Donc on a pensé à ce que les filles dansent et tout, et puis on s'est dit disco, tu vois, et puis voilà. Et les bons discos, après, il y a plein de choses en disco. Et parmi les mannequins, une star de musique pop, Pharrell Williams. C'est Chanel, un goût très sûr, un ton quand il s'agit de mode, leur avance, leur créativité. C'est les meilleurs en termes de culture artistique et je suis heureux d'en faire partie. Je veux apprendre, tu sais, c'est ce que je veux apprendre. Le public, dans la salle, des acheteuses, des aficionados de la mode. C'est d'une maestria, d'une beauté, d'une magie inouïe. Vraiment, ça fait plaisir et ça célèbre les métiers d'art en plus, donc tout est parfait et c'est vraiment merveilleux. C'est facile à dire, mais en même temps, c'est la réalité. Ça donne une nouvelle envie, ça redonne de l'appétit, ça redonne de la gourmandise, ça redonne du désir, une sorte de conte de fées qui ne trouverait pas ses références du côté de Disney, mais du côté d'un art de combiner la poésie et l'élégance française. Et Chanel de proposer également une chose absolument remarquable et pourtant essentielle, à contre-courant de ce qui se fait habituellement, les mannequins. Elle souriait. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine.